Ce cours intitulé « Environnement juridique des professions de santé » est triple. Comprendre que les professions de santé ont leurs activités encadrées par des règles. Deuxièmement, comprendre l'organisation des textes juridiques afin que vous puissiez vous y repérer lors de votre exercice futur. Dernier objectif est de comprendre que les professionnels ont des responsabilités vis-à-vis de leurs patients, mais également de la société. L'objectif de ce cours intitulé « Les diapositives comportent différentes abréviations dont je vous ai mis la traduction sur cette première diapositive. Les diapositives comportent différentes abréviations. Ce cours sera divisé en 3 chapitres. Le premier, les règles d'organisation et de fonctionnement des professions de santé. Nous envisagerons les questions de diplôme, de conditions d'exercice, les modes d'exercice et les missions de quelques professionnels de santé. Le deuxième chapitre aura trait aux règles de financement des prestations de santé, aux rémunérations des professionnels et aux possibilités pour l'assurance maladie de gérer les moyens qui lui sont attribués. Enfin, le troisième chapitre s'intéressera aux règles de responsabilité des professionnels de santé, notamment les questions de sanction de ces professionnels de santé ou d'indemnisation de patients victimes d'événements médicaux. Ce cours sera quelques mots d'introduction pour vous expliquer que toute vie en société impose des règles. Le législateur, Assemblée nationale et Sénat votent les lois. De nombreuses lois concernent tous les citoyens. Il s'agit de textes définissant les infractions et les sanctions, de lois régissant les relations et les litiges entre les différents particuliers et des lois concernant l'état des individus. Certains textes sont plus spécifiques à l'activité des professionnels de santé. Ces règles visent au bon fonctionnement du système de santé et à l'encadrement de certaines pratiques. Quelques mots d'introduction. La succession dans le temps des lois, décrets et autres règlements nécessite une organisation des textes juridiques. Ceux-ci sont organisés sous forme de codes. Chaque code est destiné à traiter un sujet. Par exemple, le code de la route regroupe les règles de conduite automobile. Nous utiliserons dans ce cours principalement le code pénal qui regroupe les infractions et prévoit les sanctions, le code civil qui traite du droit des personnes, le code de la santé publique qui regroupe les textes concernant la santé des individus ou des groupes d'individus. Ainsi, nous utiliserons aussi le code de la sécurité sociale intéressant les assurés sociaux, les cotisations et les prestations auxquelles ils ont droit. Il existe d'autres codes, mais qui ne sont de moindre utilisation pour les médecins. Enfin, un code est tout à fait spécifique de la pratique médicale. Il s'agit du code de déontologie. À noter que certaines autres professions de santé ont soit des codes de déontologie, soit des règles professionnelles. Ces différents textes sont annexés au code de la santé publique. La succession dans le temps. Notre premier chapitre concernant les règles d'organisation et de fonctionnement des professions de santé s'intéressera aux conditions d'obtention des diplômes et aux conditions réglementaires d'exercice. Pour assurer à la population des soins de qualité et donc créer la confiance avec les patients, nos professions de santé sont fortement encadrées en termes de formation initiale. Les textes prévoient la durée des études, par exemple 3 ans pour les kinésithérapeutes ou les pédicures ou les pédologues, et de nombreuses années pour les médecins, 6 ans plus le cycle de spécialisation. Le contenu de la formation est également prévu par décret. Le contrôle des connaissances fait aussi l'objet de règles strictes. Les formations théoriques et pratiques sont également prévues par les textes. L'obtention des diplômes est fortement encadrée, ce qui peut apporter un gage de sérieux à nos professions. Notre premier chapitre concernant les règles. Une fois le diplôme obtenu, intéressons-nous aux conditions d'exercice. Les conditions d'exercice reposent
sur 3 conditions distinctes. La première de ces conditions, le diplôme de docteur en médecine. Une fois le diplôme obtenu, intéressons-nous aux conditions d'exercice. Les conditions d'exercice reposent sur 3 conditions distinctes. La première de ces conditions, le diplôme de docteur en médecine. Une fois le diplôme obtenu, intéressons-nous aux conditions d'exercice. Les conditions d'exercice reposent sur 3 conditions distinctes. La première de ces conditions, le diplôme de docteur en médecine. Une fois le diplôme obtenu, intéressons-nous aux conditions d'exercice. Les conditions d'exercice reposent sur 3 conditions distinctes. La première de ces conditions, le diplôme de docteur en médecine. Une fois le diplôme obtenu, intéressons-nous aux conditions d'exercice. Les conditions d'exercice reposent sur 3 conditions distinctes. La première de ces conditions, le diplôme de docteur en médecine. Une fois le diplôme obtenu, intéressons-nous aux conditions d'exercice. Les conditions d'exercice reposent sur 3 conditions. Après avoir vu les questions de formation et de conditions d'exercice, passons rapidement en revue les modes d'exercice des professionnels de santé. À noter que le professionnel diplômé pourra choisir entre un exercice libéral, un exercice salarié, un exercice au sein de la fonction publique hospitalière. Il a également à ce jour la liberté géographique d'installation. L'indépendance professionnelle est la base de l'exercice libéral, le professionnel n'ayant pas de compte à rendre à qui que ce soit. Les autres modes d'exercice, dans un établissement de santé ou l'exercice salarié, le médecin doit avoir une totale indépendance professionnelle vis-à-vis de son employeur et ou de ses supérieurs. L'exercice salarié doit faire l'objet d'un contrat entre l'employeur et le médecin. Ces contrats sont alors vérifiés par les conseils des ordres professionnels. Après avoir vu les questions de formation, l'installation du médecin libéral se fera soit seul ou en association. Certaines formes de sociétés répondent à l'exercice de la médecine en groupe. Les sociétés d'exercice libéral, les sociétés civiles professionnelles. Le Code de santé publique prévoit et définit les établissements de santé à l'article L. 6161-1. Les établissements de santé publics et privés assurent les examens, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades et blessés et femmes enceintes, en tenant compte des aspects psychologiques de ces patients. Pour assurer des soins de qualité et géographiquement homogènes, il existe un schéma d'organisation sanitaire. C'est l'article L. 6121-1 du Code de santé publique qui le prévoit. Enfin, les établissements de santé doivent procéder à l'évaluation de leurs pratiques, ce qui est prévu à l'article L. 6113-1 du Code de santé publique. Cette évaluation se fera sous l'égide de la Haute Autorité de santé. L'installation du médecin libéral, tout professionnel diplômé et exerçant selon les conditions prévues, se mettent à la disposition des patients pour exercer leur métier au profit de ceux-ci. Les actes de soins de ces professionnels sont définis par les dispositions du Code de santé publique. Par exemple, les actes réservés aux kinésithérapeutes ou aux pédicures podologues. Les actes infirmiers sont également prévus. Les professionnels doivent, pour la plupart d'entre eux, mais surtout pour les médecins, organiser la permanence des soins, de telle sorte que toute personne puisse être soignée à tout moment et quel que soit son éloignement. Il s'agit d'un principe de nature déontologique. La qualité du système de soins et les droits des patients ont été reformulés par la loi du 4 mars 2002, qui figure au Code de santé publique. Enfin,
pour que la qualité de l'exercice des professionnels persiste dans le temps. L'article 4133 du Code de santé publique instaure la formation médicale continue, qui a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances des médecins. Cela constitue à ce jour une obligation pour tout médecin. Tout professionnel diplômé et le médecin, de par sa compétence et sa capacité d'examiner les personnes, se trouve dans l'obligation de fournir des certificats qui auront des effets dans la vie civile des individus. En voici quelques exemples. Le constat de naissance, prévu à l'article 56 du Code civil. Le certificat de décès, qui permet d'enregistrer le décès à l'état civil. La fourniture d'un certificat prénuptial au futur époux. Certificat qui s'intéresse principalement au risque de transmission de maladies, aux conjoints et aux enfants à naître. Autre exemple, le certificat pour les patients devant être placés en sauvegarde de justice, sous curatelle, sous tutelle, dans le but de les accompagner dans les actes de la vie civile. L'article 488 du Code civil précise « Est protégé par la loi le majeur qu'une altération de ses facultés personnelles met dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts. » Le médecin, de par sa compétence. Voyons maintenant d'autres missions du médecin au service de la santé individuelle ou collective. De par ses activités médicales, le médecin participe aux vaccinations obligatoires et facultatives. S'il fait le diagnostic d'une maladie à déclaration obligatoire, il effectuera cette déclaration aux autorités sanitaires afin que celles-ci puissent prendre les dispositions nécessaires en termes de santé des populations. Il participe de façon globale à la lutte contre l'alcoolisme, la toxicomanie, la tuberculose, comme le prévoient les dispositions du Code de santé publique. En matière de santé mentale, le médecin peut être à l'origine d'une hospitalisation sans le consentement du patient, comme le prévoit le Code de santé publique à l'article 3211-3 et suivant. En effet, cette privation de liberté est destinée à empêcher que se produisent des situations à risque pour le patient ou pour autrui en raison des troubles psychiatriques de ce patient. Vous comprendrez que cette possibilité faite au médecin de priver de sa liberté d'aller et venir un patient est potentiellement à risque d'abus. Pour éviter ces abus, la procédure est rigoureuse, elle est inscrite au Code de santé publique. Voyons maintenant d'autres. Les professionnels de santé auront, pour certains d'entre eux, un rôle d'auxiliaire de justice. En effet, le Code de procédure pénale prévoit l'apport de la science médicale, comme ils disent, aux questions juridiques. Cela peut se faire sous la forme d'une réquisition. La réquisition est destinée à demander à un médecin d'examiner par exemple une victime ou de pratiquer l'examen d'une personne décédée. Cela peut également se faire sous la forme d'une mission d'expertise, par exemple pour quantifier les séquelles d'un accident de la voie publique. Par ailleurs, le médecin est la personne qui peut apporter des soins aux détenus. Aussi, le Code de procédure pénale et le Code de la santé publique créent une interface permettant aux professionnels de santé d'intervenir au bénéfice des personnes incarcérées. Les professionnels de santé, enfin, certains médecins ont des activités professionnelles spécifiques. La complexité de certaines de ces activités est encadrée par la loi, notamment en ce qui concerne les recherches biomédicales et l'assistance médicale à la procréation. La loi, prévue à l'article 1231-1 du Code de santé publique, précise que les prélèvements d'organes chez le vivant ne peuvent être pratiqués que dans l'intérêt thérapeutique direct du malade. La fin de vie est prévue également par une loi spécifique
dite loi Leonetti, qui est concernée par les articles 1111-10 du Code de santé publique et suivants. Les médecins, acteurs de ces différentes pratiques qui sont encadrées par la loi, engagent leur responsabilité s'ils ont une pratique différente des textes prescrits. Enfin, certains médecins, le chapitre 2 concerne les règles de financement de la médecine. Nous verrons, dans un premier paragraphe, les différentes prestations de santé auxquelles peuvent prétendre les patients. En effet, l'offre de soins est large. Il existe des prestations en nature. Par exemple, les différents actes médicaux des professionnels de santé, qu'ils soient médecins ou non, la prise en charge dans un établissement de santé ou les différents produits de santé qui sont à disposition des patients. Cette définition des produits de santé est très large, elle va des médicaments aux prothèses, aux biomatériaux, aux produits sanguins, etc. D'autre part, il y a les prestations en espèces. Ces prestations en espèces sont de l'argent qui est destiné à compenser le manque à gagner lorsque les personnes sont en arrêt de travail, par exemple. Le chapitre 2, ces différentes prestations sont onéreuses. Elles font l'objet d'une facturation, soit par les professionnels, soit par les établissements de santé. Classiquement, c'est le patient qui assure ces honoraires, mais l'assurance maladie est là pour assurer un remboursement à ce patient. Ce remboursement est partiel, les mutuelles venant compléter ce remboursement. Ces différentes prestations, en ce qui concerne la rémunération des professionnels, il est classiquement connu que les professionnels sont payés à l'acte. Les honoraires doivent être perçus avec tact et modération, dit l'article 53 du Code de déontologie. De plus en plus, les honoraires sont homogènes. Il existe une nomenclature concernant les différents actes médicaux. Et la convention, actuellement celle qui est en vigueur et celle du 12 janvier 2005, prévoit la rémunération des professionnels de santé qui sera pris en charge par la sécurité sociale. La sécurité sociale, au travers de cette convention, garantit un certain niveau de rémunération des professionnels de santé et elle garantit également une prise en charge partielle des cotisations sociales de ces médecins. En ce qui concerne l'exercice salarié, le professionnel de santé sera rémunéré par son employeur selon le contrat qui sera passé et qui sera vérifié par l'ordre des médecins. En ce qui concerne la rémunération, l'assurance maladie gère des moyens financiers. Elle est responsable de la bonne utilisation des fonds qui lui sont confiés. Un contrôle de l'octroi des prestations est organisé d'un point de vue administratif, mais également d'un point de vue médical. Ce contrôle est destiné à vérifier les bonnes indications médicales de telle ou telle prestation et le bien-fondé des arrêts de travail. Le Code de sécurité sociale prévoit des dispositions destinées à rationaliser la consommation médicale. Par exemple, le parcours de soins qui est prévu à l'article L 162-5-3 du Code de sécurité sociale, instituant un médecin traitant référent. Ce Code de sécurité sociale institue également des règles de bonne pratique lors de la prescription de médicaments ou d'examens complémentaires, par exemple les campagnes de prescription d'antibiotiques. Enfin, la sécurité sociale participe à des campagnes de prévention incitative au dépistage des cancers, que ce soit côlon, cancer du sein, etc. L'assurance maladie gère des... Notre troisième chapitre concernera les règles de responsabilité des professionnels de santé. En préambule, il convient de savoir quel regard la société ou le patient aura sur l'activité du médecin. Le regard du patient pourra exprimer son mécontentement et donc demander une certaine sanction, soit
vers les instances ordinales, soit vers la procédure pénale. Mais le regard du patient peut également être un regard demandant une indemnisation quant à un acte dommageable. Il y aura donc une demande de réparation. La société, quant à elle, est responsable du bon fonctionnement de la médecine. Dès lors qu'elle repérera un professionnel ou un groupe de professionnels ayant une pratique mauvaise de la médecine, elle pourra sanctionner ce professionnel ou ce groupe de professionnels. Notre troisième chapitre, en ce qui concerne les sanctions des professionnels, voyons les sanctions disciplinaires. Les sanctions disciplinaires sont organisées d'un point de vue professionnel par l'ordre des médecins. En première instance, il existe une chambre disciplinaire qui est prévue à l'article 4132-7 du Code de santé publique. L'appel de ces sanctions disciplinaires pourra être porté devant la chambre disciplinaire nationale qui est également prévue au Code de la santé publique. Enfin, la cassation de ces décisions peut être faite par le Conseil d'État. Les sanctions disciplinaires sont prononcées au regard du Code de déontologie. Les juges disciplinaires retrouveront une faute vis-à-vis du Code de déontologie qui sera susceptible d'être sanctionnée. Les différentes sanctions sont l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire, la radiation. En ce qui concerne les sanctions des professionnels, autre nature de sanctions, les sanctions pénales. Les sanctions pénales sont liées à une infraction commise au regard du code pénal. Il existe des infractions non spécifiques de l'activité médicale. Par exemple, les atteintes involontaires à la vie qui sont prévues à l'article 121-3 et suivant du code pénal, ou les atteintes à l'intégrité de la personne prévues à l'article 222-19 du code pénal. Cet article prévoit le fait de causer à autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, une incapacité totale de travail de plus de 3 mois est punie de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. À côté de ces infractions non spécifiques, voyons quelques infractions spécifiques de l'activité médicale. Par exemple, le secret professionnel, qui est le fait de divulguer des informations à caractère secret à d'autres personnes. Cette atteinte de secret professionnel est prévue d'une part au Code pénal, article 226-13, mais également au Code de déontologie, article 4. Autre infraction qui concerne plus particulièrement les médecins, même si elle concerne tout le monde, la non-assistance à personne en péril, prévue à l'article 223-6 du Code pénal. Par ailleurs, lors d'autres activités spécifiques, à savoir les recherches biomédicales, l'assistance médicale à la procréation, il y a tout un versant pénal qui crée des infractions pour les professionnels qui agissent de façon non correcte vis-à-vis des textes de loi. Les différentes infractions sont divisées en crimes pour les plus graves, en délits ou en contraventions. Disons tout de suite que les infractions commises par le médecin dans son exercice professionnel sont très fréquemment des délits, très peu de crimes et pratiquement pas de contraventions. Autre nature de sanctions, ces différentes infractions ainsi définies feront l'objet de la sanction pénale au travers du procès pénal. Comme nous venons de le dire, le délit, principale faute médicale pénale, est jugé devant le tribunal correctionnel en première instance. L'appel pourra se faire devant la cour d'appel et la vérification de la règle de droit se fait devant la cour de cassation.
ces différents procès pénals conduisent à des sanctions sous la forme d'amende ou d'emprisonnement. En général, en termes de responsabilité pénale médicale, l'emprisonnement est assorti du sursis. Ces différentes infractions, il existe encore un mode de sanction des professionnels de santé. Les professionnels de santé pratiquant des prestations pour les assurés sociaux peuvent commettre dans la facturation des fautes, des abus, des fraudes. Ces fautes, abus, fraudes sont sanctionnées par des avertissements, des blâmes, des interdictions temporaires et surtout et principalement des remboursements de trop perçus. Il existe encore, venons-en à l'indemnisation des patients victimes d'un événement médical indésirable. Pour qu'il y ait indemnisation, le patient doit présenter un dommage. Le système classique est basé sur la notion de faute du professionnel. Cette faute du professionnel est appréciée par rapport aux bonnes pratiques, par rapport à la pratique du bon professionnel. Il doit exister un lien de causalité entre la faute et le dommage, ce qui veut dire que le dommage est directement occasionné par cette faute du professionnel de santé. Venons-en à l'indemnisation des patients est une indemnisation financière, puisque le médecin, lors d'un événement indésirable, ne peut pas remettre son patient dans l'état précédent. Cette réparation financière doit être intégrale et comporter la perte de revenus, les séquelles fonctionnelles, les conséquences douloureuses et l'indemnisation des séquelles esthétiques. Cette indemnisation est assurée par l'assureur professionnel du professionnel de santé. Il existe depuis la loi de 2002 une obligation d'assurance de tout professionnel de santé et des établissements de santé. L'indemnisation des patients. Les procédures pour aboutir à l'indemnisation des patients varieront en fonction du mode d'exercice du professionnel de santé. Si le professionnel de santé exerce dans un établissement public de santé, il s'agira d'une responsabilité administrative. En effet, la faute de l'agent engage la responsabilité de l'établissement. Aussi, le dédommagement du patient sera assuré devant les tribunaux administratifs, tribunal administratif, cour administrative d'appel, Conseil d'État. À noter que les établissements publics de santé sont maintenant assurés. Les procédures pour aboutir à un En revanche, si l'acte dommageable se produit lors d'un exercice libéral ou dans un établissement privé, c'est la responsabilité civile de ce professionnel ou de cet établissement qui sera engagée devant les instances judiciaires. C'est ce qu'on appelle la responsabilité civile, prévue au Code civil, notamment par les articles 1382 et 1386-9 du Code civil. L'article 1382 prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et l'article 1386-9 impose au demandeur de prouver le dommage, la faute et le lien de causalité. Le procès pour le dédommagement du patient se produira devant les tribunaux civils, tribunaux de grande instance, cours d'appel en matière civile et cours de cassation. En revanche, si, en matière médicale, il est toujours difficile d'identifier la faute et de la rattacher au dommage. Aussi, avant 2002, il n'existait pas d'indemnisation dès lors que la démonstration de la faute
où le lien de causalité ne pouvait être démontré. Depuis la loi du 4 mars 2002, il est créé une indemnisation pour les personnes victimes d'événements médicaux liés au système de santé. Cette indemnisation est prévue pour des dommages importants, elle est basée sur la solidarité nationale et il a été créé un office national d'indemnisation des accidents médicaux doté de moyens permettant le dédommagement des patients. En matière médicale, il est toujours cette procédure mise en œuvre auprès de l'ONIAM est une procédure non contentieuse, rapide, gratuite. Elle concerne les accidents médicaux, les affections iatrogènes et les affections nosocomiales. Ainsi, grâce à cette procédure, le patient pourra obtenir un dédommagement de ces accidents pour lesquels il ne peut pas mettre en cause ni un établissement ni un professionnel de santé. Cette procédure, en ce qui concerne les responsabilités des professionnels de santé, il faut bien reconnaître que c'est le patient qui aura le choix de la procédure, soit une procédure non contentieuse, soit une procédure judiciaire ou une procédure administrative. Il pourra modifier son choix à tout moment de la procédure. Les assurances des professionnels assureront les indemnisations des victimes ainsi que les frais de procédure pour les établissements ou les professionnels. En ce qui concerne les sanctions disciplinaires ou les sanctions pénales, celles-ci restent bien évidemment à la charge des professionnels. Les sanctions des professionnels sont là également pour dissuader les autres professionnels de faire ce genre de faute. En ce qui concerne en conclusion de ce cours, nous pouvons dire que l'exercice des professionnels de santé est encadré par des règles qui apportent aux patients des garanties de sécurité et le respect de leurs droits. Ces règles imposent donc aux professionnels de santé des pratiques de bonne qualité. Ces règles organisent également les prestations de santé et répondent aux exigences de la société en matière de soins et de santé. En conclusion de ce cours,